Bonjour, bienvenue à vous. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie et comment est-ce que du coup vous êtes arrivé à travailler sur le droit du travail? Donc, je m'appelle Emmanuel Doquez, je suis professeur à l'université Paris-Ouest Nanterre, je suis spécialisé en droit du travail et ça fait 30 ans que je fais du travail et pourquoi? Sans doute que ça devait m'intéresser, j'imagine. Moi, je suis Morgan Sweeney, maître de conférence à l'université Paris-Dauphine, spécialiste en droit du travail depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et pourquoi je suis venu au droit du travail? Ma mère était engagée syndicalement dans un syndicat, et donc ça m'a intéressé. J'étais en quelque sorte un peu acclimaté à la matière dès mon adolescence. Alors, sinon, je vais vous faire une litanie de petites mesures. C'est un petit peu technique, c'est un petit peu fatigant, mais c'est dans cette litanie-là qu'on lit ce que c'est qu'un projet de loi qui est véritablement problématique et qu'on voit ce qui est véritablement dangereux. Ce sont beaucoup de petites mesures qui donnent à la fois une philosophie globale et qui, à la fin, provoquent des destructions qui sont très importantes. Toutes les mesures que je vais citer sont des mesures qui sont actuellement dans le texte. Je ne parle plus des mesures qui ont été supprimées, qui étaient très choquantes pour certaines d'entre elles, et qui ont été supprimées à la suite de la négociation de la CFDT par Manuel Valls et par le gouvernement. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Il existe actuellement en droit positif un délai minimum de 15 jours pour fixer les périodes d'astreinte. C'est-à-dire que vous aviez prévu une semaine de congé, on dit vous ne serez pas véritablement en congé, vous serez obligé de rester chez vous et à la disposition totale de l'employeur, ce qui est fort embêtant. Dans le texte actuel, on peut vous prévenir 15 jours à l'avance. 15 jours à l'avance, c'est très très peu. Mais pour la loi El Khomri, le projet de loi El Khomri, c'est quand même très long, 15 jours. Et donc, ce délai minimal de 15 jours est supprimé dans le texte. On pourra vous dire que le dimanche prochain, vous êtes d'astreinte, mais on pourra vous le dire avec 1 ou 2 jours d'écart, sans vous prévenir 15 jours à l'avance, comme c'est obligatoirement le cas. Donc, on accroît la flexibilité. Il y a la possibilité de passer à 12 heures de travail par jour par convention collective, qui jusqu'ici existaient dans des cas tout à fait exceptionnels d'accroissement d'activité et qui sont aujourd'hui, qui deviendraient possibles selon la loi El Khomri, de manière beaucoup plus simple à partir du moment où c'est un motif qui est utile à l'organisation de l'entreprise. Donc s'il y a un motif d'organisation de l'entreprise, on peut vous passer à non plus 10 heures maximum, mais à 12 heures par jour, ce qui est quand même un seuil relativement important. Vous avez ce dont on a déjà parlé, la possibilité de réduire les majorations d'heures supplémentaires à 10%, même si la convention collective de branche vous l'interdit. Donc dans certaines branches, comme dans la métallurgie, il y avait ce type d'interdiction, et bien ce type d'interdiction-là sera susceptible d'être détruit par convention collective d'entreprise. Les 3 ans, les modulations sur 3 ans dont on a parlé, sont maintenues. Avant, elles pouvaient être faites y compris par accord d'entreprise. Aujourd'hui, dans l'avant-projet tel qu'il a été modifié, ce ne sera plus possible que par convention collective de branche, mais ça demeure possible de faire une modulation des temps de travail sur 3 ans. Ça veut dire que vous serez payé de vos heures supplémentaires tous les 3 ans. Un point qui est aussi très important, c'est le licenciement économique non justifié. Alors évidemment, ce qui apparaît, c'est une modification de la définition des justifications du licenciement économique. C'est un des points qui a été très débattu. Pour l'instant, le gouvernement tient bon, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de cas qui sont complètement abstraits et extrêmement faciles à remplir, qui permettront de justifier automatiquement les licenciements, comme par exemple une baisse de trésorerie. En cas de baisse de trésorerie, vos licenciements économiques sont justifiés. Alors comment faire baisser la trésorerie ? En achetant une Ferrari, par exemple, ça coûte assez cher, la trésorerie baisse, et donc c'est un motif de licenciement économique pour les salariés. On marche sur la tête. Ce sont des dispositifs qui ont été prévus par l'avant-projet de loi El Khomri, qui sont maintenus dans le texte actuel. Les licenciements économiques sans justification deviendront vraiment faciles. Le gouvernement est en train de dire « Ah mais non, nous sommes en train de réécrire ce passage pour que le juge puisse exercer un contrôle. » En réalité, il s'agit d'une mesure cosmétique, voire même légèrement d'une escroquerie, puisque la disposition est de dire que le juge pourra quand même condamner l'employeur si l'on arrive à prouver que le motif économique est artificiel et qu'il a été construit
pour favoriser les licenciements. Donc il faudra prouver qu'il y a eu un montage artificiel. Déjà, c'est presque impossible à prouver. Il suffit de dire que c'est pas artificiel, que ça correspond à une certaine logique économique. J'avais vraiment besoin d'une Ferrari, quoi. C'est pas un artifice. Et de l'autre côté, il faudra prouver que non seulement qu'il y a un artifice, mais que cet artifice a été construit pour licencier. Donc avant que vous arriviez à prouver que vous avez acheté une Ferrari pour licencier, on n'y arrivera pas. Donc en fait, il y a une espèce de garde-fou qui a été créé, mais c'est un garde-fou de papier qui ne signifie en fait à peu près rien. On est resté vraiment là, pour le coup, le gouvernement tient bon, il est sur son texte antérieur. Il faut que les licenciements économiques soient très faciles, y compris sans justification. Et ça, c'est vraiment une ligne sur laquelle il tient bon, avec particulièrement le maintien, c'est un des points chauds actuellement, le maintien de la disposition qui dit que si vous avez une filiale à l'étranger, vous pouvez faire tous les bricolages de la terre, le juge a l'interdiction d'aller vérifier ce qui se passe dans votre filiale à l'étranger, ce qui est la porte évidente à toutes les fraudes les plus simples, c'est même pas la peine d'être expert comptable pour justifier un licenciement. Dans ces cas-là, je vous assure que même un comptable tout à fait amateur pourra vous justifier tous vos licenciements sans aucune difficulté. On entre là sur un point difficile, hein. Faut-il que les licenciements soient justifiés? En ce qui nous concerne, on pense que c'est une question de décence. Lorsque vous licenciez quelqu'un, il convient que vous puissiez lui dire pourquoi vous le licenciez. On n'interdit pas de licencier, mais lorsque vous licenciez quelqu'un, c'est quand même quelque chose de grave. Il faut que vous soyez capable de dire pourquoi vous le licenciez, et puis il faut, c'est le droit actuel, que vous ayez une raison de le faire, une bonne raison. Pas forcément quelque chose d'extraordinairement compliqué. On vous demande une cause qui soit réelle, donc on vous demande de ne pas mentir. Et il faut que ce soit sérieux quand même, puisque vous privez quelqu'un d'emploi, il faut que vous ayez un motif réel et sérieux. Voilà, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. On a une jurisprudence très permissive, qui d'ailleurs est critiquée un peu au sein de notre groupe en disant que ça peut être un peu trop permissif. Mais donc on a une jurisprudence très permissive, mais qui semble insuffisamment permissive à un gouvernement qui veut faire en sorte que les employeurs puissent licencier sans justifier leur décision de licencier, ce qui est quelque chose de relativement choquant. Autre mesure qui est encore dans le texte de la loi El Khomri, et qui est très importante, dont on a déjà parlé, c'est cette possibilité de détruire les dispositions des contrats individuels de travail si une convention collective permet cette destruction. Donc c'était prévu dans les accords de maintien de l'emploi seulement dans des cas très exceptionnels d'entreprises qui ont de graves difficultés économiques et pour lesquelles un effort tout particulier doit être fait. Aujourd'hui, ce sera généralisé et presque toutes les entreprises pourront imposer à leurs salariés des augmentations du temps de travail sans des baisses de congés, des diminutions du taux horaire de rémunération, toutes sortes de choses qui pourront être imposées à peine de licenciement grandement facilité. Ça, c'est une des dispositions qui est maintenue. Donc c'est une véritable augmentation du pouvoir de la convention collective et du collectif sur les individus qui ne verront plus leur contrat être un mode de protection et un mode de résistance. Les contrats deviennent un peu des chiffons de papier. Il y a quelque chose là d'assez choquant. Sinon, il y a encore des mesures qui sont encore moins vues, parce qu'elles sont encore plus techniques. Mais elles sont peut-être encore plus choquantes, parce qu'elles sont encore plus vicieuses. Vous voyez. Bon. Alors, il y en a une que je peux citer comme exemple, que je trouve ahurissante, proprement ahurissante. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, c'est le comité qui est élu et qui a des fonctions importantes en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise, et notamment en cas de danger grave. Si jamais il y a un danger grave dans l'entreprise, il peut avoir recours à un expert qui verra où est le danger et comment remédier à ce danger. C'est un expert du CHSCT, d'accord ? Et cet expert doit être rémunéré par l'employeur s'il y a un danger grave. Après tout, il y a un danger grave, on a un expert pour empêcher le danger grave, le CHSCT intervient, c'est l'expert du CHSCT, mais c'est l'employeur qui paye cet expert. Donc on a là une mesure qui est importante pour garantir la sécurité des personnes, ce qui fait que lorsqu'il y a un danger grave, on pourra avoir un expert qui vérifiera le danger et essaiera d'apporter des solutions. Donc c'est quelque chose de vraiment très utile. La difficulté, c'est que dans certains cas, l'employeur dit « il n'y a pas de danger grave, on veut me faire venir un expert, mais il n'y a pas de danger grave, donc je ne veux pas le payer ». Et après tout, c'est tout à fait logique. S'il n'y a pas, le texte dit « en cas de danger grave, le CHSCT a droit à un expert payé par l'employeur ». Donc s'il n'y a pas de danger grave, il n'y a pas de droit à un expert payé par l'employeur. Donc l'employeur a bien le droit de ne pas payer l'expert.
Alors, comment est-ce qu'on peut agencer tout ça? Le Conseil constitutionnel a dit, bon, l'employeur n'est pas obligé de payer s'il n'y a pas de danger grave. Ce qui semble logique, vraiment logique. Et le Conseil constitutionnel de dire, bon, il faut donc faire une procédure judiciaire rapide. Le CHSCT dit qu'il y a un danger grave, il vote la désignation d'un expert. L'employeur conteste l'existence du danger grave. Et bon, alors l'expert, il ne sait plus que faire. Il ne sait pas s'il va être payé ou pas. Oui, donc est-ce qu'il fait son rapport? Est-ce qu'il ne fait pas son rapport? Est-ce qu'il commence son travail? Est-ce qu'il ne commence pas son travail? Il est hésitant. Alors le Conseil constitutionnel dit, bon, faites une procédure judiciaire courte pour que l'expert soit vite fixé sur l'existence ou non d'un danger grave, pour savoir s'il sera payé ou pas payé. Donc il a besoin de le savoir vite. Faites une procédure rapide. Logique. Et donc la loi El Khomri dit, bien, moi, je vais faire une procédure rapide. C'est intéressant pour tout le monde, c'est intéressant pour l'employeur, qui doit savoir vite s'il doit payer ou pas, c'est intéressant pour l'expert, qui doit savoir vite s'il sera payé ou pas. Donc il faut une procédure courte. La loi El Khomri dit, on va faire une procédure courte. Le juge devra statuer dans les 10 jours. Ainsi, l'employeur sera vite fixé sur l'existence de danger grave. Jusqu'ici, tout va bien. La loi El Khomri, enfin l'avant-projet de loi El Khomri, ne prévoit pas de délai pour agir imposé à l'employeur. C'est-à-dire que si l'employeur veut être fixé, alors là, le juge, il a 10 jours pour statuer. Super rapide. Et si l'employeur s'en fout, et qu'il a tout son temps, l'employeur, eh bien, il n'est pas du tout obligé d'agir. Le résultat, c'est que vous avez donc le CHSCT qui vote la désignation de l'expert. D'accord? Et l'expert, il aimerait bien savoir s'il va être payé ou non. Mais pour ça, il faut que l'employeur agisse en justice. Il n'a pas de délai pour agir. Il va laisser 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Il peut laisser. Alors qu'est-ce qu'il fait l'expert pendant ce temps-là? Il y a toujours le danger grave, hein, je vous rappelle. Donc qu'est-ce qu'il fait l'expert? Alors il dit, ah, ma déontologie m'oblige, et il fait son rapport. Mais il ne sait pas s'il va être payé ou pas payé. Donc il fait son rapport, il prend un risque, et ensuite l'employeur a tout le temps de recevoir le rapport, de lire le rapport, de voir si le rapport lui convient. Si le rapport lui convient, ma foi, il payera. Si le rapport décrit l'existence de véritables problèmes et de choses nécessaires, il sera très en colère, il ne voudra pas payer, et à ce moment-là, il pourra saisir le juge et menacer l'expert de ne pas être payé. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait qu'on n'aura plus que des experts qui soit seront plus ou moins à la solde de l'employeur, soit seront dans l'insécurité quant à leur rémunération, mais dans tous les cas, vous avez fragilisé considérablement, et par une mesure sinueuse, vous voyez, vous avez considérablement fragilisé le droit à l'expertise du CHSCT en cas de danger grave. Et comment est-ce que vous l'avez fait? Simplement en oubliant de mettre un délai pour agir à l'employeur. Le juge, lui, alors lui, on le serre, vous voyez, on lui met 10 jours pour rendre sa décision, il doit être très... Et quant à l'employeur, alors lui, est-ce qu'il agit, est-ce qu'il agit pas? On lui laisse 6 mois, sans problème. Il y a une... qui rédige le texte? Là, au moins, vous savez, ce n'est pas les instances juridictionnelles françaises, ce ne sont pas les juges qui rédigent les textes, ce ne sont pas des experts indépendants qui rédigent les textes. Pour oser rédiger un truc pareil, il faut quand même avoir du culot. Ouais, il y en a une sur laquelle on parle relativement peu. Ça est assez technique, donc je vais essayer de faire simple. Elle concerne notamment ce qu'on appelle assez communément le transfert d'entreprise. Dans le transfert d'entreprise, lorsqu'une entreprise est rachetée par une autre ou qu'elle fusionne, l'entreprise cessionnaire, c'est celle qui rachète, doit reprendre les salariés et éventuellement, s'il a des doublons, c'est lui qui assume les coûts du licenciement, le coût du plan de sauvegarde de l'emploi, et ce n'est pas l'entreprise qui est rachetée qui doit assumer ce coût. Il y a une exception aujourd'hui dans le droit positif par rapport à ce transfert d'entreprise, c'est dans le cadre des procédures collectives, c'est-à-dire des entreprises en difficulté. Évidemment, si on oblige le repreneur à reprendre tous les salariés, où il va avoir des doublons, ça ne rend pas l'entreprise très sexy et donc ça n'encourage pas à la reprise et au maintien de l'activité. Et donc, par exception, dans ce cas précis-là, il est possible de reprendre qu'une seule partie des salariés et de faire supporter le coût des licenciements à l'entreprise qui était en difficulté et donc à l'entreprise qui est rachetée. Et dans l'avant-projet El Khomri, sur lequel les propositions Valls ne sont pas revenues, il y a une volonté d'ouvrir cette
cette exception qui ne concernait que les entreprises en difficulté, de l'ouvrir largement. C'est-à-dire, y compris pour des sociétés qui sont en bonne santé, et donc de faire supporter le coût du licenciement par les entreprises rachetées, qui est généralement l'entreprise qui a le moins de trésorerie, qui a les moindres capacités, parce que précisément elle est rachetée, et de l'autre entreprise qui rachète précisément a plus d'argent. Et donc, ça veut dire qu'on va faire supporter le coût du plan de social à l'entreprise rachetée. Et évidemment, le plan social, il est proportionnel aux capacités financières de l'entreprise. Et donc, évidemment, on réduit la capacité de financement du plan social et donc, nécessairement, les droits, les aides à la formation aux salariés licenciés pour retrouver un emploi. Et donc, ce faisant, on fait un cadeau énorme aux grandes entreprises, une fois de plus. Et sur un autre exemple que tu as évoqué, sur le licenciement pour motif économique, sur le périmètre, et donc l'appréciation sur le territoire où il y a des évolutions qui commencent à monter en puissance, même si c'est au niveau européen, ça posera toujours un problème, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises françaises qui ont des filiales au Maghreb. Donc ça veut dire qu'on ne les prendrait pas en compte si on ne fait que au niveau européen, donc ça posera toujours problème, même s'il y a une petite amélioration du texte. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que le gouvernement se rengorge de modernité, de prise en compte de la mondialisation. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte la mondialisation, et précisément en voulant cantonner l'appréciation, c'est-à-dire la réalité de la difficulté, au niveau seulement du territoire français, ou au mieux au niveau de l'Europe, précisément, il refuse de prendre en compte la réalité de la mondialisation, c'est-à-dire des entreprises ou des groupes qui sont véritablement implantés au-delà du territoire français et au-delà du monde. Et donc, se rengorger de la mondialisation, c'est véritablement, quand on met un tel dispositif, se moquer du monde. La nullité technique de ce texte nous a vraiment beaucoup soulagés. Il n'y a absolument aucune commune mesure entre nos efforts, qui sont bien évidemment imparfaits, et les leurs, qui sont destructeurs.